Place au parti pris. Pascal Roux, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'international. Mais c'est vous qui commencez, Roux, votre parti pris politique. Nicolas Sarkozy brise un tabou en parlant du Rassemblement national. Est-ce une bonne chose? Vous nous le direz. D'abord, vous nous expliquez. Oui, en fait, c'est dans une interview au Figaro de ce matin, je veux remarquer que Nicolas Sarkozy, c'est toujours des remarques empreintes de lucidité et de sentiments personnels. C'est un mélange savant de ces deux choses. Et que donc l'ancien président, on l'a retenu, on en a parlé hier, il a refusé l'idée de demander la démission du président Macron au nom de la stabilité. Mais c'est au nom de cette stabilité des institutions qu'il pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Et il affirme carrément qu'il y aura des élections anticipées d'ici quelques semaines et que c'est la seule clarification possible. C'est-à-dire, pardon de vous interrompre, il ne croit pas la possibilité pour Emmanuel Macron de nommer un troisième Premier ministre depuis l'autre dissolution, parce qu'il dit que ça aboutira au même résultat. Oui, exactement. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe autour de cette phrase et de ses conséquences? C'est ça qui m'a intéressée. Je trouve qu'il y a un petit tournant, dans une forme de non-dit d'ailleurs. Alors, d'une part, dans cette expression-là, il recommande au parti Les Républicains de ne pas voter la confiance à François Bayrou. Au moins, l'abstention, contrairement à ce que demande Bruno Retailleau. Et on le sait, il y a un lourd contentieux entre les deux hommes et c'est l'heure de la revanche. Quand je vous disais qu'il y a des sentiments personnels, il est là, par exemple. Mais c'est pas le seul ressort. Ce que je comprends, c'est qu'il encourage sa famille d'origine à retrouver son indépendance et à voler de ses propres ailes en prévision de ses prochaines échéances qui doivent être donc proches selon lui. Alors il dit, comment les Républicains pourront-ils faire campagne sans être assimilés à un gouvernement auquel ils auraient voté la confiance? Et c'est pour ça qu'il prône l'abstention de son parti. Mais il y a plus intéressant parce que moi je comprends à travers les lignes, c'est une interprétation personnelle, mais bon, que sans adhérer aux idées du RN, qu'il a toujours combattu, il ne voit plus d'obstacle à ce que des députés LR élus après une possible dissolution établissent une relation à définir, un soutien sans participation ou plus, avec le Rassemblement national. Et je m'explique. Nicolas Sarkozy a toujours été hostile à l'union des droites, mais ce qui transparaît dans cet entretien, c'est que pour assurer la légitimité d'un nouveau gouvernement et la stabilité du nouveau pouvoir jusqu'en 2027, il y a deux choses qui sont plus tabous. Premièrement, envisager la victoire du RN. Regardez, sortons de l'hypocrisie et du mensonge, dit-il. Je n'ai aucune leçon à recevoir en la matière, mais le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections, il peut donc gagner. À mes yeux, ils appartiennent à l'arc républicain. Par ailleurs, il ne voit pas de majorité absolue parce qu'il pense que le Front républicain ne va pas exister. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passerait? Il ne le dit pas explicitement, mais deuxièmement, si on se place dans la situation qu'il décrit, une majorité relative RN et une volonté de stabilité, alors, est-ce qu'on peut ne pas lire, du coup, que le parti LR serait interpellé? S'il manque quelques dizaines de voix au RN, qu'il y a une majorité relative, mais qu'on veut quand même la stabilité jusqu'en 2027, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que ça fait partie, là, de son... de en sa tout pensée? Cas, moi, je crois qu'il donne une forme d'autorisation à ceux qui, au LR, se diraient, on va être neutre, au moins, sinon faire alliance. Je n'y vais même pas jusque-là. Mais en tout cas, neutre pour laisser le RN avancer, même s'il n'a qu'une majorité relative. Pour la stabilité. Il dit pas, si là, le RN a une majorité relative, il faut que LR reste dans l'opposition. Il le dit pas. Et donc, qu'il le veuille ou non, son analyse débouche sur la constitution d'une forme de bloc de droite où il y aurait une majorité RN, mais où il y aurait une forme de neutralité d'au moins une partie des LR. Pas forcément comme Éric Ciotti faire une alliance en bonne et due forme, mais une neutralité. Parce qu'il y en a qui seront tentés par leur situation de leur circonscription, par leurs idées. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de tabou qui saute, en effet. Alors, il n'est pas explicite, encore une fois. Il ne dit pas qu'il faut faire une coalition, tout ça, mais il n'interdit pas, il ne dit pas, il ne faudra pas faire ça. Et moi, je me rappelle quand même qu'il a reçu Jordan Bardella le 1er juillet dernier dans son bureau et qu'il a dit le rendez-vous n'avait aucun sens politique, il s'agissait d'un moment humain très cordial, mais que tout ça tranche beaucoup avec ses propos de 2024. En 2024, il y avait eu Éric Ciotti qui avait fait alliance. Et là, il avait dit « C'est une alliance d'autant plus inopportune que la droite républicaine est si faible, c'est une absorption ». Être le supplétif du RN n'est pas une ambition, mais un constat de renoncement. Et en plus, il disait à l'époque, Jordan Bardella n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit. Et à moins de 30 ans, peut-on conduire la France quand on est si jeune et sans expérience? Chaque Français doit considérer cette réalité. Il a quand même
changer. Pourquoi ? Il est très blessé par le retrait de sa Légion d'honneur. Jordan Bardella a eu des mots réconfortants. Emmanuel Macron n'a rien fait et il lui en veut. Et ça reste une cicatrice. Quand je vous disais qu'il y a des sentiments, je pensais à cela. Ça se joue à ça. Et puis, il y a aussi les sondages. Le dernier sondage IFOP du Figaro de ce matin montre que le RN arrive en tête avec 33%, que ensuite la gauche arriverait à 25%, Renaissance 15%, mais LR 13%, c'est-à-dire 4 points et demi de plus qu'en juin 2024. Donc, il y aurait une possibilité d'exister dans le paysage qui n'existait pas avant. Donc voilà, moi je pose cette question. Je trouve que la cohérence profonde de ce raisonnement, c'est que même si Emmanuel Macron reste président, pour Nicolas Sarkozy, son parti n'est plus légitime à gouverner. Et dans ce contexte, lui qui a paru prendre des distances avec sa famille d'origine, il revient et il laisse peut-être même à n'importe quel prix, c'est une question, pour un intérêt personnel, c'est aussi une autre question. Auprès de qui est-ce qu'il influence quelqu'un ? C'est encore une autre question. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il ouvre des scénarios et qu'il lève des tabous. Même sentiment, Pascal ? Alors, le risque, c'est que LR, alors même à 13%, ça reste faible, Ruth, soit totalement aspiré par le RN. Vous connaissez la règle simple qui est que quand on copie le modèle dominant, on le renforce, avec le risque de disparaître soi-même. Amnous ? Giorgia Meloni. Voilà, tout le monde veut être Giorgia Meloni. C'est l'exemple que essayent de suivre toutes les droites dans leur approche aujourd'hui des partis nationaux populistes. Bon, en tout cas, si c'est bien ce qu'il a en tête, c'est un tabou avec un T majuscule. Oui, je trouve qu'en tout cas, ça laisse cette ouverture et que il ne dit pas le contraire. Et qui ne dit mot, consent. Pascal, votre parti pris économique, alors ça y est, on l'apprend, on avait un peu perdu le dossier de vue et brusquement on apprend, oui, l'Union européenne va signer l'accord Mercosur avec l'Amérique latine. Alors, et vous dites, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, j'étais pas un chaud partisan, je suis toujours pas un chaud partisan de cet accord, mais je pense que ça peut être quand même une chance à saisir. On va introduire une nuance, il faut encore que ce soit voté par le Parlement européen, et puis il y a une discussion autour de la procédure de ratification des États, mais je pense qu'on peut en faire un accord gagnant-gagnant, à condition de protéger ceux qui sont exposés aux externalités négatives, parce que dans tout accord, vous avez des gagnants et des perdants. D'abord, il y a quand même un périmètre, il faut peut-être le repréciser. Ça nous ouvre les portes de l'Amérique du Sud. C'est 8 pays qui représentent 270 millions de consommateurs. Alors, c'est pas les plus riches du monde, mais il y a un potentiel de croissance important dans ces pays. C'est 2500 milliards d'euros de PIB. Donc, c'est une taille tout à fait respectable. Et ça nous permettrait d'éviter 4 milliards de droits de douane. Alors, quand on fait une économie de cette nature, c'est de l'argent qu'on peut réinvestir. C'est de l'argent qui tombe dans les caisses des entreprises, voire dans la poche des salariés. Alors, l'accord prévoit des échanges. Ces échanges sont parfois déséquilibrés selon les secteurs. Il y a un point qui n'a pas été évoqué ou rarement évoqué et que je voudrais porter à votre connaissance, c'est que cet accord nous permettra notamment d'avoir accès à des métaux précieux, à des terres rares sur lesquelles la Chine exerce un quasi-monopole. C'est un aspect, on a beaucoup discuté d'agriculture, d'industrie, de voitures allemandes, mais on pourra importer du lithium, du graphite et du niobium notamment. Alors, des gagnants et des perdants. Moi, je pense d'abord qu'on est tous gagnants à l'échelon européen pour une raison qui est que le commerce mondial est totalement parasité aujourd'hui par les droits de douane américains et que l'accès des Européens au marché américain est compliqué. Et puis on voit qu'il y a d'autres alliances, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui se dessinent dans le monde. L'Inde qui se rapproche de la Chine alors que les deux pays étaient en situation de tension. Le rapprochement entre la Chine et notamment la Russie, qui cherchent des accords commerciaux. Ce sont des pays qui passent des accords commerciaux. Je ne sais pas s'ils sont durables, on n'est pas capable d'évaluer leur périmètre, mais on voit que partout dans le monde se reconstituent des réseaux d'amitié commerciale, et donc je pense que l'Europe a raison de se tourner vers l'Amérique du Sud, qui est un vaste territoire dans lequel on pourra vendre des voitures. Alors c'est plus les Allemands, mais il y a aussi les constructeurs français qui vendront des voitures essentielles pour les Allemands, qui ont beaucoup poussé, parce que les Allemands ont vu les portes du marché américain se fermer.
on vendra des machines-outils. Nous, Européens, Français, on vendra aussi des médicaments, des produits chimiques. Et j'ajoute que cet accord ouvre le marché latino-américain à 33 IGP. Ce sont des appellations géographiques qui sont protégées. C'est des produits du terroir, en général, qui ont une forte valeur ajoutée. Il y a des vins et des spiritueux. Il faudra en revanche que nous acceptions 99 000 tonnes de bœuf chaque année, 180 000 tonnes de volaille, et je vois quand même quelques signaux inquiétants. Alors, vous voyez, il y a ce tableau qui montre quels sont les flux, quels sont les échanges. D'abord, il faut protéger les producteurs français de volaille, parce qu'ils sont exposés à la concurrence souvent déloyale de l'Ukraine, à qui nous avons ouvert les portes de l'Europe pour de bonnes raisons. Si on y ajoute les poulets brésiliens, ça produit une tension sur le marché. Et puis, il y a le marché du sucre. Je voudrais terminer là-dessus et vous en dire un petit mot. C'est une industrie qui est très, très affaiblie, qui a été affaiblie notamment par la décision du Conseil constitutionnel de supprimer l'acétamipride. On a aujourd'hui des producteurs de betteraves, on fait du sucre avec les betteraves, mais aussi des raffineries, un secteur qui était un secteur d'excellence en difficulté. Puisque tout ceci est le résultat d'une décision politique, il faut aussi que l'État apporte une réponse politique et économique à ce secteur-là. Il faut surtout pas le perdre. Abnous, votre parti pris international, ce que révèle la rumeur Trump, rumeur sur son état de santé. Alors, vous nous rappelez d'abord quelle est cette rumeur et comment l'histoire s'est dénouée. Alors, un hématome sur une main, une disparition prévue de quelques jours, un vice-président impatient, une Amérique complotiste, et voilà comment le poste Trump is dead, entre le 21 août et le 10 septembre, a explosé. Voilà, on a dénombré 104 000 mentions du hashtag Trump dead recensées sur X, 35,3 millions de vues générées selon l'organisme NewsGuard, 87 000 publications contenant Trump is dead identifiées sur X le samedi 30 août, des centaines de millions de vues pour certaines publications sur X et TikTok. Et alors vous allez me dire, mais que s'est-il passé ? Alors d'abord, c'est bête, mais pas l'habitude, même si l'agenda de la Maison-Blanche annonçait qu'il n'y avait rien de prévu dans l'agenda du président le 29, 30 et 31 août, c'est le Labor Day, il se passe rien à Washington. Le fait de pas voir Trump faire son show comme tous les jours a fait ressurgir les inquiétudes liées à sa santé qui précédaient. Mais c'est vrai qu'il y a des traces sur des mains bleutées. Lors de sa rencontre avec le président sud-coréen le 25 août, les images sont ressorties, voilà. Des chevilles gonflées depuis plusieurs mois, alors ça c'est un truc qui circule énormément, des ecchymoses sur sa main droite, grossièrement maquillées, vraiment grossièrement maquillées, même moi je pense que je ferais mieux, et pour très vite, ces signes physiques, on les a rapprochés des mains bleutées de la reine Elisabeth II, photographiée 2 jours avant sa mort. Et alors là, ça a été l'explosion. Et voilà-t-il pas que le très ambitieux vice-président J.D. Vance en profite pour accorder une interview au quotidien USA Today le 27 août de 2025. Et voilà-t-il pas que ce qu'il dit ? Il dit « Oui, des choses peuvent toujours se produire. Oui, de terribles tragédies arrivent. Si Dieu nous en préserve. Il y a une terrible tragédie. Je ne peux pas imaginer une meilleure formation sur le terrain que celle que j'ai reçue au cours des 200 derniers jours. » C'est énorme. C'est comme s'il disait... Et il est sur son lit de mort, mais vous inquiétez pas, je vais vous sauver l'Amérique. Je suis prêt, quoi. Et sur ce, a ressurgi la prophétie des Simpsons. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. En juillet 2025, lors du Comic-Con de San Diego, Matt Groening, le génial créateur des Simpsons, avait déclaré avec ironie, je le précise, « Nous allons continuer jusqu'à ce que quelqu'un meure. Quand vous savez qui mourra, les Simpsons prédisent que les gens danseront dans les rues. » Ça date de juillet, c'est devenu viral fin août. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, dans l'épisode 17 de la saison 11 des Simpsons, qui a été diffusé le 19 mars 2000 sur Fox, les Simpsons annonçaient Trump comme président des États-Unis. Donc s'ils ont prophétisé une fois, ils vont prophétiser une deuxième fois. Et là, mais quand je dis que ça a explosé, ça a explosé. Enfin, Trump a réagi. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie, en majuscule, pour bien le préciser. Mais rien à faire, la rumeur a continué à enfler. Et tout ça, c'est presque fini dans le bureau Oval hier de septembre. On écoute la question du journaliste de Fox au président américain. How did you find out over the weekend that you were dead? You know, I have heard it's sort of crazy, but Biden wouldn't do him for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him.
Donc pour ce qui est des ecchymoses, tout ça, il y a déjà une explication. Il serre trop de mains, il prend de l'aspirine comme tout le monde pour des problèmes cardiovasculaires, et comme tout le monde, il a de 79 ans des problèmes d'insuffisance veineuse chronique, ce qui fait gonfler le bas des jambes. Donc ça avait déjà été communiqué, il a 79 ans, je le rappelle, mi-juillet. Mais alors moi, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit d'une part que le terrain complotiste aux États-Unis, et pas seulement, est ultra favorable, que de hasard coïncidence, on arrive à des probabilités qui s'emballent à une vitesse, évidemment, les réseaux sociaux aidant, que jusqu'à hier, on disait que non, c'est un coup de l'État profond, et que cet homme que vous voyez à l'écran, c'est un sosie de Donald Trump. L'autre part, J.D. Vance a vraiment très très envie d'être président. Dans toute l'interview à USA Today que je lisais, il oscille entre des flatteries au président, comme c'est la dernière personne à passer des appels téléphoniques la nuit, et c'est la première personne à se réveiller, et la première personne à passer des appels téléphoniques. Moi, je dis, c'est Brutus. Il est très ambitieux, il n'a jamais aimé Trump, il ne l'aime pas plus aujourd'hui. Le premier à porter le coup de poignard, ça sera lui, et il considère que le prochain président, c'est lui. Peut-être qu'il le considère un peu trop vite. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci de nous avoir suivis.